Je suis Mina Grimm, et j'ai 41 ans. Aux yeux de mes parents, je suis une fonctionnaire ratée, appauvrie, la brebis galeuse d'une lignée immaculée de la Nouvelle-Angleterre. Mais ils ignorent que, actuellement, j'assure le commandement de 3200 militaires de l'armée de l'air. À la porte d'embarquement chaotique de l'aéroport de Los Angeles, LAX, mon père, un homme qui venait de passer la matinée à exhiber sa nouvelle Rolex submarinée, m'a fourré une carte d'embarquement froissée dans la main. Ta mère, Patrick et moi sommes en classe affaires, a-t-il annoncé bruyamment, sa voix portant au-dessus des têtes des voyageurs fatigués, tout autour de nous. Et voici la tienne. Classe économique, siège du milieu, rangée 48, juste à côté des toilettes. Je ne voulais pas que tu sois gêné par ta situation financière, en t'asseyant dans notre classe. C'est mieux que tu sois avec tes semblables. À côté de lui, mon frère Patrick a lissé le revers de son costume Armani, un sourire narquois aux lèvres, tout en me regardant avec cette pitié, que l'on réserve à un chien errant. J'ai serré ce billet, jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Il s'attendait à ce que je baisse la tête, et que je murmure un merci, exactement comme d'habitude. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, mon CE-17 Globemaster 3 m'attend sur le tarmac. Si vous en avez assez d'être rabaissé par les personnes mêmes qui sont censées vous aimer, commentez, justice, ci-dessous, et abonnez-vous. Vous allez adorer voir le sang se vider de leur visage, lorsque j'épinglerai mes étoiles sur mes épaules. L'air, à l'intérieur du centre de commandement des forces aériennes du Pacifique, à la base interarmée de Pearl Harbor ICAM, avait un goût de café froid et d'ozone. C'était un chaos contrôlé, dans lequel j'avais vécu pendant 20 ans. Une symphonie de téléphones qui sonnent, de claviers qui cliquettent, et de voix basses et urgentes, parlant le langage universel de l'armée de l'air des États-Unis. Général, nous avons mis à jour la télémétrie de la tempête tropicale Ina, a lancé un commandant depuis la fosse inférieure, les yeux rivés sur le mur d'écran massif, qui dominait la pièce. L'intensité augmente. Elle va se transformer en typhon, dans les 4 prochaines heures. Je me tenais sur le pont de commandement, les bras croisés, fixant la masse rouge tourbillonnante sur la carte numérique, qui menaçait d'engloutir le Pacifique. Je n'avais pas dormi depuis 72 heures. Mes yeux me donnaient l'impression d'être remplis de sable, et chaque muscle de mon dos était tendu, comme la corde d'un arc. Rapport de situation sur les appareils, ai-je ordonné, la voix rauque, mais assurée. 127 aéronefs sécurisés ou en vol, madame, a répondu la colonel Fitch, à ma droite. Les CE-17 sont déroutés vers Guam. Les F-22 Raptors sont déjà à l'abri, dans des hangars en béton. Nous sommes à leur Zulu +4, sur le protocole d'évacuation. Bien, ai-je hoché la tête, observant le balai logistique de milliards d'euros d'équipements militaires, se déplaçant sous mes ordres. Gardez les lignes ouvertes avec Washington. Je veux des mises à jour toutes les heures. Le général Colin Powell a dit un jour, le leadership, c'est résoudre des problèmes. Cette citation était scotchée au bas de mon écran, à cet instant précis. Mon problème était un système dépressionnaire de plus de 150 km de large. Je pouvais gérer ça. Je pouvais gérer la pression de la sécurité nationale. Je pouvais supporter le poids de 3000 vies, dépendant de mes décisions. C'est alors que mon téléphone portable personnel a vibré, dans ma poche. Ce n'était pas la ligne rouge. Ce n'était pas le président. C'était une sonnerie personnalisée, que je n'avais pas eu le courage de changer, depuis une décennie. Maman. J'ai hésité. La pièce bourdonnait de l'intensité d'une catastrophe naturelle imminente. J'aurais dû laisser le répondeur s'en charger. J'étais général de brigade. Mais le conditionnement de toute une vie est plus fort que la discipline militaire. J'ai reculé dans l'ombre de l'alcôve, loin des regards indiscrets de mes subordonnés, et j'ai fait glisser le bouton vert. Allô, maman. Mina, enfin. La voix de Linda Grimm flottait à travers la ligne, cristalline, et totalement détachée de la réalité. Je pouvais entendre le tintement de la porcelaine fine, en arrière-plan. Elle était probablement au country club, dans le Connecticut. J'essaie de te joindre depuis ce matin. C'est au sujet du mariage à Moïse. Maman, je suis un peu occupé en ce moment, ai-je dit, en pressant une main sur mon front. Il y a une situation ici, dans le Pacifique. Une tempête. Oh, arrête d'être dramatique, Mina, m'a-t-elle coupé, d'un ton désinvolte et méprisant. Il y a toujours une situation, avec ton petit travail pour le gouvernement. Écoute,
j'ai besoin de savoir si tu penses que saumon au corail est une meilleure couleur pour les serviettes du dîner de répétition. Madame Callaway insiste pour le corail, mais je trouve que ça fait de mauvais goût. J'ai fermé les yeux, en prenant une profonde inspiration. Derrière moi, un lieutenant criait les coordonnées, pour un hélicoptère de sauvetage. Maman, ai-je repris, en gardant la voix basse. Je ne peux vraiment pas parler de serviettes de table. Nous évacuons des avions. La météo est mauvaise. Eh bien, j'espère que tu as demandé tes congés à ton superviseur, a-t-elle continué, en m'ignorant complètement. Je ne veux pas d'une redite du Noël dernier, où tu as prétendu être de service. C'est gênant, Mina. Devoir dire aux gens que ma fille ne peut pas assister à un événement familial, parce qu'elle est coincée à classer de la paperasse, dans un sous-sol quelque part. De la paperasse? J'ai levé les yeux, vers l'écran géant. J'étais actuellement en train d'autoriser le déplacement d'une escadre de soutien, pour un groupe aéronaval. Je serai là, maman, ai-je dit, le goût familier de la défaite remontant dans ma gorge. J'ai ma permission. Bien, a-t-elle reniflé. Parce que Patrick vient d'arriver. Il a conclu cette fusion à Manhattan, hier. Un bonus d'1 million d'euros, Mina. Tu imagines? Il nous offre à tous une journée au spa au Grand Welea, avant le mariage. C'est une âme si généreuse. Il a même proposé de payer ta voiture de location. Puisqu'il sait. Eh bien, puisqu'il sait que les fins de mois sont difficiles pour toi. La comparaison m'a frappé, comme un coup physique. C'était le vieil enchaînement classique. Premièrement, minimiser mon existence. Deuxièmement, déifier Patrick. C'est gentil de sa part, ai-je répondu, d'une voix neutre. J'étais stoïque. Je devais l'être. L'émotion était un luxe, que je ne pouvais pas me permettre. Pas ici, et certainement pas avec elle. Essaie juste d'avoir l'air présentable, ma chérie, a ajouté maman, sa voix s'abaissant en un murmure de conspiratrice. Ne mets pas ce pantalon cargo, ou quoi que ce soit d'autre que tu portes pour aller au travail. Nous serons avec les Callaway. Ce sont des gens de Harvard, Mina. Essaie de te fondre dans la masse. Je dois y aller, maman. Mon patron m'appelle. J'ai raccroché, avant qu'elle ne puisse ajouter un mot. Ma main tremblait légèrement. Non pas à cause de la caféine, ni du manque de sommeil, mais à cause de la toxicité pure et étouffante, de cette conversation de 2 minutes. Je suis retourné, sur le pont de commandement. Général, des ordres? A demandé la colonel Fitch, me regardant avec inquiétude. Elle avait remarqué le changement dans ma posture. Elle avait vu le masque glisser, l'espace d'une fraction de seconde. Maintenez le cap actuel, ai-je répondu, forçant ma colonne vertébrale à se redresser. Donnez-moi les prévisions météorologiques, pour l'approche sur Maui. Je suis retourné à mon bureau. Là, posée au milieu des documents classifiés et des photos satellites, se trouvait une enveloppe de couleur crème, avec des dorures en relief. Le faire-part de mariage, de Patrick Grimm et Jessica Callaway. Cela semblait inoffensif, juste du papier cartonné épais, et de la calligraphie. Mais en la fixant du regard, le rugissement du centre de commandement s'est estompé, pour ne devenir qu'un bourdonnement sourd. Ce morceau de papier n'était pas une invitation. C'était une convocation. C'était l'injonction d'un tribunal, m'ordonnant de retourner dans un monde où je n'étais pas général, où je n'étais pas une leaduse, où j'étais juste Mina. La déception, le cas social, l'enfant invisible, assise dans l'ombre de son frère, ce soleil doré. Je l'ai ramassé, sentant sa texture luxueuse, sous le bout de mes doigts rugueux et calleux. J'avais fait face à des tirs ennemis, au Moyen-Orient. J'avais fait atterrir des avions, sur des pistes bombardées et transformées en gruyère. Mais l'idée de monter dans cet avion pour les rejoindre, me terrifiait plus que le typhon, qui faisait rage à l'extérieur. La colonel Fitch m'a interpellé à nouveau. J'ai fourré l'invitation dans ma poche, l'enfouissant profondément. Je suis là, ai-je répondu, bien que je n'étais pas certaine de ne pas mentir. Faisons atterrir ces oiseaux. Mes quartiers, sur la base, étaient spartiates. Je ne gardais pas grand-chose, une habitude acquise après 2 décennies, passée à être déployée au pied levé. Mais, au fond de ma petite armoire réglementaire, suspendue dans une housse qui sentait légèrement le cèdre et la fierté, se trouvait mon uniforme de cérémonie. J'ai ouvert la housse, lentement. Le tissu bleu nuit,
à accrocher la faible lumière de la pièce. C'était l'uniforme le plus officiel, de l'armée de l'air des États-Unis. Ce n'était pas seulement un vêtement. C'était une biographie, tissée de fils. Les galons d'argent sur les manches, la large ceinture, les médailles miniatures qui cliquetaient doucement, les unes contre les autres. Chacune représentait une époque où j'avais survécu, dirigé, ou excellé. La Légion du Mérite, l'étoile de bronze. Pour n'importe qui d'autre, cet uniforme imposait un silence et un respect instantané. Pour ma famille, c'était un costume d'Halloween. C'était le rappel que leur fille avait choisi d'être un larbin du gouvernement, au lieu d'une femme trophée. Ma main a plané au-dessus des étoiles d'argent, sur les épaulettes. Les toucher a déclenché un souvenir si vif, que je pouvais presque sentir le scotch hors de prix, que mon père aimait boire. J'avais 18 ans. C'était un après-midi humide, dans notre salon du Connecticut. Je venais de rentrer de la boîte aux lettres en courant, agitant une épaisse enveloppe, estampillée du sceau du ministère de la Défense. « Papa, maman » avais-je crié, en faisant irruption sur le patio. Je suis prise. Je suis acceptée à l'Académie. L'Académie de l'armée de l'air des États-Unis. C'était plus difficile d'y entrer qu'à Harvard. C'était 4 années d'enfer à Colorado Springs, qui allaient me forger pour devenir officier. Je m'attendais à des câlins. Je m'attendais à du champagne. Robert Grimm n'a même pas levé les yeux, de son Wall Street Journal. Il a simplement pris une gorgée de son thé glacé, les glaçons tintant avec un son qui, soudain, m'a semblé très froid. L'armée de l'air, a-t-il lâché, la voix dégoulinante de déception. Mina, nous en avons déjà discuté. Il y a une excellente université de proximité, à 20 minutes d'ici. Tu pourrais y étudier l'histoire de l'art. Tu pourrais y rencontrer un bon jeune homme, issu d'une bonne famille. Mais papa, c'est une bourse d'études complète. C'est le service de la nation. C'est un honneur, ai-je supplié, le cœur sombrant dans mes baskets. C'est un endroit pour les hommes, Mina, a-t-il rétorqué, en me regardant enfin, avec des yeux fatigués de mon ambition. Qui va vouloir épouser une femme, qui porte des Rangers? Tu es en train de ruiner tes perspectives d'avenir. Ce fut le commencement. Le fossé a commencé à se creuser à partir de là. Une micro-fracture, qui finirait par devenir un canyon. Au cours des 4 années suivantes, le jeu des comparaisons a commencé. Pendant que j'étais dans les montagnes du Colorado, apprenant à survivre dans la nature sauvage, avec rien d'autre qu'un couteau et une corde de parachute, mon frère Patrick obtenait son MBA à Wharton. Chaque appel téléphonique à la maison était un monologue sur Patrick. Patrick a eu un A en microéconomie, gazouillait maman. Il va devenir un titan de l'industrie. Je voulais lui dire que je venais de réussir mon test de vol en solo sur un TE-38 Talon, franchissant le mur du son à 30 000 pieds d'altitude. Mais je savais qu'elle n'en aurait que faire. Pour eux, Patrick bâtissait une fortune. Moi, je jouais simplement au soldat. Mais le souvenir qui piquait le plus, celui qui faisait trembler ma main alors que je touchais mon uniforme en ce moment même, datait de la fête de fiançailles de Patrick, 3 ans plus tôt. C'était une soirée de gala, dans un domaine loué dans les Hamptons. J'avais pris l'avion depuis mon déploiement en Allemagne. Épuisé, souffrant du décalage horaire, mais heureuse de les voir. J'étais lieutenant-colonel, à l'époque. Je gérais un budget logistique, de 40 millions d'euros. J'étais responsable du mouvement d'actifs, qui dépassait le PIB de petites nations. Je portais une simple robe de cocktail bleu marine. Elle était élégante, discrète, et c'était une tenue que j'avais achetée avec mon propre argent. Je me tenais près du bol de punch, lorsque ma tante Jem, la sœur de ma mère et exécutrice en chef du snobisme familial, m'a coincé. Maman était juste derrière elle, serrant son collier de perles. Mina, ma chérie, a roucoulé tante Jem, en me regardant de la tête aux pieds, avec un mélange de pitié et de dégoût. C'est tellement courageux de ta part, de venir. Courageux, ai-je demandé, perplexe. C'est la fête de fiançailles de mon frère. Nous savons que les choses sont difficiles, a chuchoté maman, en se penchant tout près pour que les autres invités n'entendent pas. Elle a glissé quelque chose dans ma main. C'était froid et sec. J'ai baissé les yeux. C'était un billet de 100 € froissé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je demandé, sentant mon visage devenir brûlant. Pour ta garde-robe, ma chérie,
a déclaré tante Jem, d'une voix suffisamment forte pour que le serveur d'à côté l'entende. Nous savons que l'armée paie des clopinettes. Nous ne voulions pas que tu sois gêné, en te tenant à côté des demoiselles d'honneur de Jessica. Va t'acheter quelque chose d'un peu moins bas de gamme, pour le mariage. Ne laisse pas les gens voir à quel point tu galères. Je suis resté là, pétrifié. J'avais envie de hurler. J'avais envie de sortir mon relevé bancaire. Je voulais leur dire que je gagnais largement assez, pour acheter cette fête tout entière, si j'en avais envie. Mais je ne l'ai pas fait. Car dans la famille Grimm, l'amour était conditionnel. Et la condition, était que je reste le cas social, pour qu'ils puissent se sentir généreux. C'est la réalité, à laquelle tant d'entre nous sont confrontés. Nous travaillons 2 fois plus dur, pour être à moitié moins respectés, par les personnes qui partagent notre ADN. Si vous vous êtes déjà senti rabaissé en présence de ceux qui devraient vous élever, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant, et laissez un commentaire ci-dessous avec un seul mot, respect. Montrons au monde que nous connaissons notre propre valeur, même si nos familles sont trop aveugles pour la voir. J'ai revu ce billet froissé dans ma mémoire, puis j'ai regardé à nouveau l'uniforme impeccable, suspendu devant moi. La tentation de porter cet uniforme de gala, au mariage de Patrick à Moïse, était écrasante. Imaginez, entrer dans cette réception en arborant mon grade, mes médailles, mes accomplissements étalés en argent et en or. Ce serait une bombe nucléaire. Cela les forcerait à me reconnaître, mais cela gâcherait aussi la journée. Cela ferait de moi la méchante. Regardez Mina, dirait-il, toujours à essayer de ramener les choses à elle, en exhibant son petit costume. J'ai soupiré, le son résonnant lourdement, dans la pièce vide. Lentement, péniblement, j'ai refermé la housse à vêtements. J'ai repoussé l'uniforme de général, au fond de l'armoire, dans l'obscurité. Je me suis tourné vers ma commode, et j'ai sorti une pile de vêtements civils. De vieux jeans, un chemisier banal acheté chez Target, une paire de sandales pratiques et usées. J'ai commencé à faire ma valise. Je ne faisais pas mes bagages pour des vacances. J'emballais un costume. Je me préparais à jouer le rôle de Mina, la ratée, la parente pauvre, la déception. Parce que c'était la seule version de moi-même, qu'il savait aimer. J'ai refermé la valise d'un coup sec. Le clic a résonné, comme la fermeture de la porte d'une cellule de prison. J'ai attrapé mon sac à main, j'ai vérifié que mon billet froissé en classe économique était là, et j'ai passé la porte. Je laissais la générale derrière moi. Mina, la fille, se dirigeait droit vers la tempête. Sur le mur de mon bureau, scotché pile à la hauteur de mes yeux, là où je ne pouvais pas le rater, se trouvait un bloc de texte, imprimé sur du papier blanc ordinaire. Ce n'était ni un règlement, ni un protocole. C'était une citation de Theodore Roosevelt. Ce n'est pas le critique qui compte, ni celui qui montre comment l'homme fort trébuche, ou comment l'homme d'action aurait pu mieux faire. Le mérite appartient à l'homme qui est réellement dans l'arène. Je la lisais tous les matins, sans exception. Aujourd'hui, je l'ai lu 3 fois. J'étais sur le point de sortir de mon arène, pour entrer dans un monde où les critiques ne faisaient pas que compter, ils étaient les seules voix qui avaient de l'importance. Je valide le transfert d'autorité, ai-je dit, d'une voix assurée, même si mon estomac faisait des tonneaux. J'ai pressé mon pouce, contre le scanner biométrique de mon bureau. Le terminal sécurisé a émis un bip, et l'écran a clignoté en vert. Transfert de l'autorité de commandement, validé. Appelez Marissa Fitch. La colonelle Fitch se tenait de l'autre côté de mon bureau. C'était une femme explosive, originaire du Texas, vive comme l'éclair, et farouchement loyale. Elle m'a regardé faire glisser la lourde carte à clé cryptographique, sur la surface en acajou, dans sa direction. Tu as les commandes, Marissa, ai-je dit. Garde un œil sur ce typhon. S'il se déplace vers le nord, déclenche immédiatement le plan d'urgence de gamme. Compris, général, a répondu Fitch, en ramassant la carte. Mais elle n'est pas partie. Elle est restée là, les bras croisés sur sa combinaison de vol, à me dévisager. Son regard a glissé de mon visage jusqu'à ma tenue, ce chemisier beige délavé et ce jean ample, que je venais d'enfiler. Elle a laissé échapper un reniflement, qui n'avait décidément rien de militaire. Avec tout le respect que je vous dois, madame, a-t-elle traîné. Vous avez l'air d'aller découper des bons de réduction à l'épicerie du coin, pas d'assister à un mariage de la haute société. J'ai attrapé mon sac à main, un sac en cuir basique, acheté dans un village de marque 5 ans plus tôt.
C'est tout le but, Marissa. C'est du camouflage. Fitch a secoué la tête, son expression s'assombrissant. Elle a contourné le bureau, envahissant mon espace personnel, d'une manière que seule une meilleure amie et une commandante en second pouvaient se permettre. Je ne comprends pas, Mina. Vraiment pas, a-t-elle murmuré, d'une voix rauque. Vous êtes général de brigade, dans l'armée de l'air des États-Unis. Vous commandez une escadre, dotée de capacités de transport aérien stratégique. Vous avez une étoile sur votre épaule. Pourquoi, pour l'amour de Dieu? Laissez-vous votre famille vous traiter comme si vous étiez une vagabonde au chômage? J'ai soupiré, regardant par-delà son épaule, vers la fenêtre, où le ciel gris menaçait de pleuvoir. Ils savent que j'ai un travail, Marissa. Ils ne comprennent juste pas ce que c'est. Alors, dites-leur, s'est exclamé Fitch, en levant les bras au ciel. Dites-leur que vous êtes supérieur en grade, à n'importe quelle personne de ce country club qu'ils vénèrent. Dites-leur que vous avez le président en numérotation rapide. Si je leur dis que je suis général, ai-je expliqué en faisant des guillemets avec les doigts, mon père hochera la tête, et me demandera si ça veut dire que je suis la directrice générale du parc automobile. Pour Robert et Linda Grimm, le travail pour le gouvernement? C'est juste de l'administration. Ce sont des classeurs, et des files d'attente à la préfecture. Ils pensent que général n'est qu'un titre pompeux pour un haut fonctionnaire qui brasse de la paperasse. Ils ne voient pas les avions. Ils ne voient pas la stratégie. Ils ne voient qu'un salaire de fonctionnaire. Fitch avait l'air de vouloir frapper dans un mur. Mais c'est de la folie. Vous gagnez. Je sais ce que je gagne. Je l'ai coupé. Et je le savais. Je le savais, au centime près. C'était une équation mathématique, que je faisais tourner dans ma tête, chaque fois que Patrick se vantait de ses primes. J'ai refait le calcul mentalement, juste pour garder les pieds sur terre. Ma solde de base, en tant que haut, c'est avec plus de 20 ans de service. L'indemnité de logement de base, qui, à Hawaï, l'un des codes postaux les plus chers d'Amérique, était astronomique. La prime de vol. L'indemnité de vie chère. Tout cela s'additionnait, pour former un programme de rémunération, oscillant autour de 400 000 € par an. Je n'étais pas indigente. Je ne galérais pas. Je me trouvais dans la tranche d'imposition la plus élevée des États-Unis. Je gagnais, en gros, la même somme que mon frère Patrick, le prodige de la finance. La différence résidait dans l'endroit où allait l'argent. Patrick portait sa richesse. Elle était sur son poignet, sous la forme d'une Rolex. Elle était dans son garage, sous la forme d'une Porsche. Elle était dans les sacs Hermès Birkin, qu'il achetait à sa fiancée pour prouver sa valeur. Ma richesse, elle, était invisible. Elle se trouvait dans mon portefeuille d'investissement diversifié, dont je ne parlais jamais. Elle était dans les fonds d'études, que j'avais secrètement mis en place pour mes nièces. Et surtout, elle résidait dans les chèques que je faisais chaque mois, pour le Wounded Warrior Project, et la Air Force Aid Society. L'année dernière, j'avais fait un don de 50 000 €, pour construire des logements destinés aux vétérans sans abri. Patrick avait dépensé 50 000 €, pour une adhésion à un club de golf dans les Hamptons. Nous n'étions pas pareils. Je n'ai pas besoin qu'il soit au courant pour l'argent, Marissa, ai-je dit doucement. J'utilise mon argent pour des choses qui comptent. Je n'ai pas besoin de porter une étiquette de prix, pour me sentir valorisé. Il ne s'agit pas d'argent, Mina, a rétorqué Fitch, ses yeux s'adoucissant avec un mélange de frustration et de pitié. Il s'agit de respect. Vous les laissez vous marcher sur les pieds. Vous vous rabaissez, pour qu'ils puissent se sentir grands. Elle a ramassé un dossier sur le bureau, et l'a tapoté en rythme contre sa paume. Vous savez à quoi vous ressemblez en ce moment, a-t-elle demandé. À une femme fatiguée qui part en vacances, ai-je risqué. Non, a tranché Fitch, la voix sèche. Vous ressemblez à un aigle qui essaie de marcher comme un poulet, parce qu'il a peur d'effrayer les autres poulets, dans le poulailler. L'image m'a frappé de plein fouet. Un aigle essayant de marcher comme un poulet. C'est ma famille, Marissa, ai-je dit, sentant les vieux murs de défense familiers, se dresser en moi. Je veux juste maintenir la paix. Ce n'est que pour un week-end. Je peux gérer ça. Je suis stoïque, tu te souviens? Être stoïque, ça veut dire endurer la douleur qu'on ne peut pas changer, a répliqué Fitch. Ça ne veut pas dire se porter volontaire, pour subir des abus qu'on ne mérite pas,
elle s'est dirigée vers la lourde porte en acier du bureau, et me l'a tenue ouverte. Le bruit des bureaux extérieurs, les téléphones qui sonnaient, les bavardages du personnel, ont de nouveau envahi la pièce. « Allez-y » a dit Fitch. « Mais faites-moi une faveur, général. Quand vous serez assise sur ce siège du milieu en classe éco, rappelez-vous simplement qui vous êtes vraiment. Ne les laissez pas vous couper les ailes. » J'ai ajusté la lanière de mon sac, sentant le poids de ce costume civil, peser sur mes épaules. Il me semblait plus lourd, que ne l'avait jamais été mon sac de paquetage. « On se voit dans 3 jours, colonel, ai-je dit. Prenez soin de mes oiseaux. » Comme toujours, a-t-elle répondu. Je suis sorti de la suite de commandement, passant devant les jeunes aviateurs, qui se mettaient au garde-à-vous à mon passage, même en tenue civile. Eux, savaient qui j'étais. Eux, me respectaient. En sortant du bâtiment climatisé, pour plonger dans l'air humide et pré-orageux d'Hawaï, j'ai senti une boule d'angoisse se serrer, au creux de mon estomac. Derrière moi, se trouvait le monde où j'étais général. Devant moi, se trouvait le monde où je n'étais rien. J'ai marché jusqu'à ma voiture, une Honda Accord raisonnable de 4 ans. Patrick en aurait ri. Il l'aurait qualifié de vulgaire véhicule, pour faire les trajets domicile-travail. Je suis monté à l'intérieur, j'ai serré le volant, et j'ai pris une grande inspiration. L'homme dans l'arène, me suis-je répété, le visage marqué par la poussière, la sueur et le sang. Je quittais mon arène, et je me dirigeais, tout droit, dans la fosse aux lions. L'aéroport international de Los Angeles, LAX, était son propre cercle de l'enfer. C'était une cacophonie de roulettes de valises, de jeunes enfants qui hurlent, et de la voix robotique du système de sonorisation, annonçant des retards. L'air, à l'intérieur du terminal 4, sentait le stress, les bretzels rassis, et le carburant d'aviation. Je me tenais près de l'entrée du comptoir d'enregistrement, vérifiant ma montre. J'étais arrivé exactement à 9h pile, 09 cents. La ponctualité n'était pas une habitude pour moi. C'était une religion. J'ai balayé la foule du regard, à leur recherche. Ce ne fut pas difficile. Il n'y avait pas besoin d'un système radar, pour repérer la famille Grimm. Il faisait une entrée remarquée. Mon père, Robert, menait la phalange, poussant un chariot à bagages, qui était empilé si haut de sacs monogrammés Louis Vuitton, qu'il ressemblait à un monument dédié au capitalisme. Ma mère, Linda, marchait un pas derrière lui, portant des lunettes de soleil surdimensionnées à l'intérieur, et une écharpe qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel d'un aviateur de première classe. Et puis, il y avait Patrick. Mon frère marchait avec cette démarche arrogante, aux membres relâchés, d'un homme qui n'a jamais eu à courir pour se mettre à l'abri. Il portait un costume en lin beige. Du Armani. Sans aucun doute. C'était totalement peu pratique pour voyager, mais parfait pour projeter un statut social. Il tapait sur son téléphone, levant à peine les yeux, tandis que les gens faisaient des écarts pour éviter de le percuter. J'ai baissé les yeux sur mon propre équipement. Je n'avais qu'un seul sac, un bagage à main tactique noir, qui contenait tout ce dont j'avais besoin pour 4 jours. Efficace, mobile, invisible. Ils m'ont repéré. Ou plutôt, ma mère a repéré mon absence de bagage. Mina, a-t-elle appelé, en agitant une main manucurée. J'ai pris une grande inspiration, m'armant de courage. J'avais négocié avec des chefs de guerre en Afghanistan. Je pouvais gérer un week-end avec mes parents. Salut, maman. Salut, papa, ai-je dit, forçant un sourire à leur approche. Il n'y a pas eu de câlin. La famille Grimm ne faisait pas de démonstration publique d'affection. Il faisait des démonstrations publiques d'évaluation. Ma mère s'est arrêtée devant moi, soulevant ses lunettes de soleil pour les percher sur son front. Ses yeux, perçants et bleus comme les miens, ont scruté mon visage, comme si elle cherchait une fissure dans les fondations. « Oh, ma chérie » a-t-elle soupiré, tendant le bras pour toucher ma joue d'un doigt froid. « Tu as l'air tellement marqué par les intempéries. »« C'est bon de te voir aussi, maman » ai-je dit, en reculant légèrement. « Non, vraiment, Mina » a-t-elle continué, sa voix étant assez forte pour que le couple, qui faisait la queue derrière nous, l'entende. « Ta peau ressemble à du parchemin. Regarde ces pas de doigts, et les dommages causés par le soleil sur ton cou. On dirait du cuir. L'armée n'apprend-elle pas aux femmes à utiliser de la crème hydratante? Ou s'attendent-ils simplement à ce que vous ressembliez à l'un des hommes? J'ai touché mon cou, instinctivement.
Les dommages causés par le soleil étaient des brûlures dues au vent, après être resté debout sur une piste de vol à gamme pendant 12 heures d'affilée, dirigeant les fournitures de secours, tandis que des vents de près de 100 km/h fouettaient ma peau de sable et de sel. Ce n'était pas de la négligence, c'était la preuve de mon travail. Je travaille beaucoup à l'extérieur, maman, ai-je dit doucement. Eh bien, tu as besoin d'un peeling, a-t-elle décrété, reportant son attention sur son propre reflet, dans une cloison vitrée. Rappelle-moi de te prendre rendez-vous au spa de l'hôtel. Tu ne peux pas te tenir à côté de la fiancée de Patrick, en ayant l'air d'une ouvrière agricole. Patrick a finalement levé le nez de son téléphone. Il m'a adressé un sourire, qui n'atteignait pas ses yeux. « Salut, petite sœur », a-t-il lancé, en me regardant de haut en bas. Belle tenue. Très mère de famille fauchée. C'est confortable, Patrick, ai-je répondu, serrant plus fort la poignée de mon sac. Le confort, c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer du style, a-t-il raillé, vérifiant son reflet sur l'écran de son téléphone. Tu sais, j'ai voyagé en première classe sur Emirates, pour aller à Dubaï le mois dernier. Ça, c'est du voyage. Suite privée, douche dans l'avion, service de caviar. Tu devrais essayer un de ces jours. Oh, attends. Je suppose que tu n'as pas ce genre d'avantage, en faisant voler des avions cargo. Depuis de petites bases poussiéreuses au milieu de nulle part, pas vrai? Je vole sur des CE-17, Patrick, ai-je rectifié. Ce sont des merveilles d'ingénierie. Ce sont des camions-bennes volants. Il a ri, balayant la fierté de l'armée de l'air, d'un revers de main. Mais bon, à chacun son truc. Je suppose qu'il faut bien que quelqu'un transporte les cartons. Nous avons commencé à avancer, vers les comptoirs d'enregistrement. La file d'attente pour la classe économique serpentait jusqu'à la porte, tandis que la file d'accès prioritaire était vide. Alors, a repris Patrick, se mettant au pas à côté de moi, pendant que papa manœuvrait le chariot à bagages. Tu as dû supplier ton patron, pour avoir ses congés? Je sais que les employés payés à l'heure, sont pénalisés quand ils ratent leur garde. Je me suis arrêté de marcher. L'insulte était si désinvolte, si naturelle. Je ne suis pas une employée payée à l'heure, Patrick, ai-je dit, la voix se durcissant. Je suis une officière salariée. C'est ça, a-t-il gloussé, en me tapotant l'épaule avec condescendance. Mais je connais les salaires du gouvernement. C'est juste. Écoute, si tu perds de l'argent en étant ici, s'ils retiennent sur ton salaire ou je ne sais quoi, dis-le-moi. Je peux te dédommager, pour ta perte de salaire. Je ne veux pas que tu stresses pour ton loyer. Pendant qu'on essaie de faire la fête. Me dédommager. La rage a flambé dans ma poitrine, chaude et soudaine. Il me proposait de me jeter des miettes, alors que je gérais un budget qui pourrait acheter sa société d'investissement tout entière. Je n'ai pas besoin de ton argent, ai-je dit, entre mes dents serrées. Ne sois pas fière, Mina, est intervenu papa, depuis l'avant, sans même se retourner. Patrick est juste généreux. Il est le fils prodige pour une bonne raison. Tu devrais être reconnaissante qu'il veille sur toi. J'ai ravalé la bile, qui montait dans ma gorge. Je devais changer de sujet, avant de dire quelque chose qui me ferait traduire en cour martiale, par ma propre mère. En fait, papa, ai-je dit, essayant de l'impliquer, j'ai eu une semaine assez intense. Nous avons coordonné une opération massive de secours suite à une tempête, depuis Gamme. Nous avons dû dérouter des navires et des avions autour d'un typhon, pour acheminer des fournitures médicales. Les tempêtes, toujours les tempêtes, a interrompu papa, me coupant la parole avec un geste de la main ennuyée. C'est tellement lugubre, Mina. Personne n'a envie d'entendre parler de catastrophe, pendant ses vacances. Il a tourné son visage rayonnant, vers Patrick. Mon fils, raconte-moi encore l'histoire de ce nouveau club de golf que tu as acheté, et du 14e trou à Pebble Beach. Ça, c'est une sacrée histoire. Oh, c'était épique, papa. Patrick s'est lancé, sa voix résonnant d'importance. Alors, le vent venait de l'océan, tu vois? Et j'avais ce lit impossible. Je suis resté là, entouré par le bruit du terminal, me sentant complètement réduite au silence. Je venais de sauver des milliers de vies. J'avais déjoué un typhon. Mais, dans la hiérarchie de la famille Grimm, mon héroïsme était ennuyeux. La partie de golf de Patrick, elle, était légendaire. J'ai regardé leur dos,
alors qu'ils marchaient vers l'enregistrement de la première classe, me laissant à la traîne derrière eux, avec mon unique sac. Ils n'ont même pas regardé, pour voir si je suivais. Ils supposaient que je le ferais. Je le faisais toujours. J'étais le satellite gravitant autour de leur soleil, sombre, froide, et nécessaire uniquement, pour leur montrer à quel point ils brillaient. Mais alors que je regardais Patrick gesticuler de manière expansive, bousculant un passant sans s'excuser, une pensée a cristallisé dans mon esprit. Profite bien du spectacle, Patrick, ai-je pensé. Parce que le rideau est sur le point de tomber. J'ai réajusté la prise sur mon sac, et je les ai suivis, dans la fosse aux lions. Le haut-parleur au plafond a émis un carillon, avec cette tonalité joyeuse et familière, qui précède toujours une bousculade. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant prêts à commencer le pré-embarquement, pour le vol 294 à destination de Maui. Nous invitons nos passagers de première classe, et Diamond Médaillon, à embarquer dès à présent via la file prioritaire. L'air, autour de la porte 42, a changé. C'était une division physique de l'humanité. À gauche, le cordon de velours était décroché pour l'élite. À droite, les masses fatiguées de la zone 5, réajustaient leurs sacs à dos et soupiraient, se préparant à une longue attente. Mon père, Robert, a tapé dans ses mains. C'était un son sec et autoritaire, qui a fait légèrement sursauter ma mère. Très bien, les troupes, c'est à nous, a-t-il annoncé, rayonnant comme s'il avait personnellement piloté l'avion jusqu'à la porte. Il a plongé la main dans la poche intérieure de son blazer, et en a sorti une épaisse enveloppe. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je savais ce qui m'attendait. Je m'y étais préparé. Je m'étais dit que je me fichais de l'espace pour les jambes, ou des serviettes chaudes. J'étais un soldat. Je pouvais dormir sur une palette de fret, sanglée à un navet. Je pouvais supporter un siège en classe éco. Mais il ne s'agissait pas du siège. Il s'agissait du geste. Papa a sorti les cartes d'embarquement, tel un magicien dévoilant ses cartes. Linda, chérie, a-t-il dit, tendant une carte cartonnée et impeccable à ma mère. Rangée 2, côté hublot. Loin de la cuisine, pour que tu puisses faire une sieste. Oh, merci, Robert, a roucoulé maman, en la glissant dans son sac Chanel. Patrick, a poursuivi papa, tendant la suivante à mon frère. Rangée 3, côté couloir. Je sais que tu aimes allonger tes jambes, et je t'ai commandé le scotch que tu aimes. Patrick a pris le billet, le feuilletant avec son pouce. Sympa. Merci, papa. Je vais voir si je peux avancer un peu de travail, avant d'arriver sur l'île. Papa a pris le 3e billet pour lui-même. Et je suis juste à côté de ta mère. Ensuite, sa main est retournée dans l'enveloppe. Elle en est ressortie vide. Il s'est tapoté les poches, mimant une petite pantomime d'oubli, qui semblait répéter. Ah, oui. Il a plongé la main dans la poche arrière de son pantalon, l'endroit où l'on garde les reçus et les mouchoirs usagés, et en a sorti un bout de papier thermique. Il était froissé. Il avait été plié, puis déplié. Il me l'a tendu. Tiens, Mina. Je l'ai pris. Le papier semblait fin et bas de gamme, entre mes doigts. J'ai regardé les chiffres, imprimés à l'encre noire et en gras. Siège 48B, rangée 48. Tout au fond de l'avion. Le fuselage se rétrécissait là-bas, et B, c'était le siège du milieu. J'ai levé les yeux vers lui, incapable de cacher le choc sur mon visage. Papa, c'est la dernière rangée. Ah bon, a-t-il feint la surprise, scrutant le billet par-dessus ses lunettes de lecture. Oh, oui, en effet. Eh bien, tu sais à quel point les vols sont bondés ces jours-ci. Mais papa, ai-je dit, d'une voix qui n'était qu'un murmure. Tu as acheté 3 billets en première classe. Nous avons réservé ce voyage il y a des mois. Le sourire sur son visage n'a pas faibli, mais ses yeux ont changé. Ils ont perdu leur chaleur, et ont pris cette lueur pitoyable et condescendante, que je détestais plus que tout au monde. Il s'est approché, posant une main lourde sur mon épaule. Il l'a serrée, non pas avec affection, mais d'une manière qui donnait l'impression qu'il me maintenait au sol. Mina, ma chérie, a-t-il dit, sa voix s'abaissant en un murmure appuyé, destiné à un public. J'ai fait ça pour toi. Pour moi, ai-je répété, abasourdi. Oui, a-t-il expliqué lentement, comme s'il s'adressait à un enfant un peu lent. Je ne voulais pas que tu te sentes mal à l'aise. Réfléchis-y.
Si tu t'asseyais devant avec nous. Eh bien, ce n'est tout simplement pas ton monde, n'est-ce pas? Le champagne, le service, le luxe. Je sais que les fins de mois sont difficiles pour toi. Avec ton salaire du gouvernement. Je ne voulais pas que tu sois assise là, à te sentir gênée, à t'inquiéter de ne pas être à ta place, avec ce niveau de style de vie. Il a fait un vague geste vers l'arrière de l'avion, vers le tunnel où les passagers de la classe économique allaient bientôt s'engouffrer. Là derrière, a-t-il dit, tu seras avec tes semblables. Des gens normaux, des gens qui connaissent la valeur de l'argent. Tu n'auras pas à faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. C'est mieux comme ça. Tu ressentiras un sentiment d'appartenance. Je suis resté figé. Le bruit du terminal s'est estompé, pour laisser place à un bourdonnement aigu dans mes oreilles. Il n'avait pas seulement fait des économies. Il m'avait soumise à une ségrégation. Il avait fait d'un billet d'avion une arme, pour me rappeler ma place dans la hiérarchie familiale, à l'arrière du bus, dans les quartiers des domestiques. Patrick s'est penché en avant, vérifiant son reflet dans la vitre de la porte d'embarquement. Il a eu un petit rire, un son bas et gras. Ne t'inquiète pas, sœurette, a-t-il souri d'un air narquois, en ajustant son col. Si les hôtesses de l'air nous donnent des cookies chauds, j'en emballerai un dans une serviette, et je te le rapporterai. Si tu es une gentille fille, je te garderai un dessert. Il a fait un clin d'œil. Quelque chose en moi s'est fracturé. Ce n'était pas une cassure. C'était une libération. C'était le son du dernier câble qui cède, sur un pont qui balançait dans le vent depuis 40 ans. J'ai regardé le bout de papier froissé dans ma main. Siège 48B, juste à côté des toilettes. Pendant 6 heures, je sentirai l'odeur des produits chimiques, et j'entendrai la chasse d'eau, coincée entre deux inconnus, pendant que ma famille ferait teinter des verres en cristal, 15 mètres plus loin. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir ressenti cette morsure. Ce moment où votre famille fait tout son possible pour vous rappeler que vous êtes moins que rien, que vous ne méritez pas une place à leur table. Si vous ressentez cette rage avec moi en ce moment même, fracassez ce bouton j'aime. Et s'il vous plaît, commentez, justice, ci-dessous. Faites-moi savoir que vous êtes prêt à voir la roue tourner. Ma main tremblait. Je voulais déchirer le billet en confetti, et le lui jeter au visage. Je voulais hurler que je commandais des actifs de plusieurs milliards d'euros. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. À cette seconde précise, mon téléphone a vibré dans mon autre main. J'ai baissé les yeux. L'écran s'est allumé, affichant un message de la colonelle Fitch. De Col Fitch, 9h12 Zulu, mise à jour tempête. Le typhon Ina a bifurqué vers le nord, le couloir est dégagé. Mon oiseau a fait le plein, et décolle dans 30 minutes. Le pilote dit qu'il a un strapontin libre dans le cockpit avec votre nom dessus. Vous voulez qu'on vous dépose, général? J'ai fixé l'écran. Mon oiseau. Un CE-17 Globemaster 3. 4 moteurs Pratt & Whitney. Une forteresse volante, capable de transporter un char Abrams. J'ai regardé le billet froissé dans ma main gauche, rangé 48B. J'ai regardé le message texte dans ma main droite, le cockpit. J'ai levé les yeux vers mon père, qui se détournait, prêt à présenter son billet prioritaire à l'agent d'embarquement. Il pensait que la conversation était terminée. Il pensait m'avoir remise à ma place, dans ma boîte. Une clarté froide et calme m'a envahi. La chaleur sur mon visage a disparu. Mon rythme cardiaque a ralenti pour adopter un rythme de combat. Je n'avais pas besoin de leur siège. Je n'avais pas besoin de leur pitié. Et je n'avais certainement pas besoin de leur dessert. J'ai pris une inspiration, et j'ai tapé 3 lettres en réponse à Fitch. JRR. J'arrive. Ensuite, j'ai regardé l'arrière de la tête de mon père. Papa, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a tranché le bruit de la porte d'embarquement, comme un couteau. Il s'est retourné, agacé. Qui a-t-il encore, Mina? Nous embarquons. Je ne me suis pas dirigé vers la file économique. Je ne me suis pas dirigé vers lui. J'ai tenu bon, serrant le téléphone qui contenait mon salut. La tempête n'était plus dans le Pacifique. Elle était juste ici, debout à la porte 42, et elle était sur le point de toucher terre. Les bruits du terminal 4 ont semblé se déformer et se plier, s'étirant en un bourdonnement surréaliste, et étouffé. La seule chose qui semblait réelle, c'était le morceau de papier thermique dans ma main, et le poids froid et dur,
de la décision tapie dans ma poitrine. Pendant 41 ans, je m'étais accroché à des miettes comme celle-ci. Je m'étais accroché aux compliments équivoques, à l'amour conditionnel, à la charité qui s'accompagnait d'une étiquette de prix, l'humiliation. J'avais accepté ma place, à la table des enfants. J'avais accepté le rôle du frère ou de la sœur inférieure, et reconnaissante. Mais la tempête avait changé de cap, et moi aussi. J'ai regardé le visage plein d'attente de mon père. Il attendait que je hoche la tête, que je me fasse toute petite, que je me traîne vers la file de la classe économique, comme un bon petit soldat. Il attendait la soumission. J'ai ouvert la main. Je n'ai pas froissé le billet. Je ne l'ai pas déchiré. J'ai simplement relâché mes doigts, et laissé la gravité faire son œuvre. La carte d'embarquement, pour le siège 48B, a voltigé vers le bas. Elle a fait une petite pirouette dans les airs, légère comme une plume, avant d'atterrir face vers le haut, sur la moquette grise et sale de l'aéroport, pile à côté du bout ciré du mocassin italien de mon père. Le silence qui a suivi, fut plus fort qu'un moteur à réaction. Je n'ai pas besoin de ça, papa, ai-je dit. Ma voix était calme. Ce n'était pas la voix de sa fille. C'était la voix d'un officier supérieur, donnant un briefing final. Je n'ai pas besoin du siège, et je n'ai pas besoin de la leçon. Mon père a cligné des yeux, fixant le papier sur le sol, comme si je venais de lâcher une grenade dégoupillée. Il a levé les yeux, le visage rougissant d'un mélange de confusion, et d'une colère montante. Mina, ramasse ça, a-t-il claqué, sa voix baissant d'une octave, pour prendre ce ton qu'il utilisait quand j'étais adolescente. Ne sois pas dramatique. Tu fais un scandale. Ouais, sérieusement, est intervenu Patrick, s'avançant de manière agressive. Il a regardé les autres passagers, offrant un haussement d'épaule désolé, avant de retourner son regard furieux vers moi. Quel est ton problème? Papa dépense des centaines d'euros pour te payer un billet, et tu le jettes par terre. Tu es vraiment une gamine ingrate. Monte dans l'avion, Mina. Arrête d'essayer de tout ramener à toi. Il ne s'agit pas de moi, Patrick, ai-je dit, plongeant mon regard dans le sien. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti petit en le regardant. Je me sentais ennuyé. Il s'agit de standing. De standing? Ma mère a laissé échapper un rire strident, et rempli d'incrédulité. Tu portes un chemisier acheté au rabais, et tu parles de standing. Ma chérie, regarde-toi. Tu nous fais honte. Ramasse-le, a ajouté papa, pointant un doigt tremblant vers le sol. Tout de suite. Ou tu pourras nager jusqu'à Moï, pour ce que j'en ai à faire. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. Je me suis contenté de les regarder. Ils paraissaient si petits, tout à coup. 3 personnes obsédées par leur bagage et leur espace pour les jambes, pensant posséder le monde, parce qu'ils avaient un statut platinum médaillon. Non, ai-je dit. Avant que Patrick ne puisse déchaîner la tirade d'insultes, que je voyais poindre derrière ses yeux, l'atmosphère, dans le terminal, a soudainement changé. Cela a commencé par un son. En provenance du point de contrôle prioritaire de la TSA, la file diplomatique sécurisée qui était fermée au public, est arrivé le martèlement sourd et rythmique de bottes. Pas le traînement de pieds de touristes en basket, mais la cadence synchronisée et implacable, de la précision militaire. Clac, clac, clac. La foule, près du point de contrôle, a commencé à s'écarter. Les gens ont cessé de traîner leurs valises. Les têtes se sont tournées. Le murmure des conversations s'est éteint, remplacé par le silence, qui accompagne toujours une démonstration de véritable pouvoir. Ma famille s'est tournée pour regarder, agacée par la distraction. Marchant vers nous, s'avançait une phalange de 3 personnes. À la tête de la formation en V, se trouvait une femme qui semblait avoir été taillée, dans l'acier et l'excellence. C'était la capitaine Alisa Rouse, mon aide de camp. Elle ne portait pas sa combinaison de vol aujourd'hui. Elle portait son uniforme de cérémonie bleu. La veste était taillée à la perfection, épousant ses épaules sans un pli. L'insigne en argent des États-Unis sur ses revers, accrochait les lumières du terminal. Sa barrette de décoration, une grille colorée de félicitations, reposait parfaitement alignée, au-dessus de sa poche gauche. Ses cheveux étaient tirés en arrière, dans un chignon si serré, qu'il défiait les lois de la physique. L'encadrant de chaque côté, se trouvaient 2 aviateurs des forces de sécurité. C'étaient des géants, un M90, large d'épaule,
portant un treillis de camouflage opérationnel immaculé, avec des bérets noirs tirés bas sur leurs yeux. Ils bougeaient avec la grâce mortelle des prédateurs, leurs yeux balayant le périmètre, créant une bulle de sécurité mobile, qui repoussait les civils, sans qu'ils aient besoin de prononcer un mot. « Qui est-ce » a chuchoté maman, en serrant son sac. « C'est un politicien ?»« Probablement un VIP » a ricané Patrick, bien qu'il ait reculé instinctivement. Frimeur. Il ne regardait pas vers le salon VIP. Il ne regardait pas vers la file de la première classe. Il marchait, droit vers nous. La foule s'est écartée, comme la mer Rouge. Les deux aviateurs des forces de sécurité se sont placés sur les côtés, créant une barrière physique entre le public et l'espace où nous nous tenions. L'un d'eux a tendu le bras, doucement mais fermement, pour retenir un homme d'affaires qui s'était approché de trop près. La capitaine Rose n'a pas ralenti l'allure, jusqu'à se trouver exactement à 3 pas de moi. Elle a ignoré mon père. Elle n'a même pas jeté un regard à Patrick, qui se tenait là, la bouche légèrement ouverte, ressemblant à un enfant en bas âge confus, dans un costume hors de prix. Elle m'a regardé directement. Son expression était de marbre. C'était le visage de l'armée de l'air des États-Unis. Puis, avec un claquement sec qui a résonné contre les hauts plafonds du terminal, elle a joint les talons. Le son a retenti comme un coup de feu. Clac. Dans un mouvement fluide et rodé, elle a levé la main droite. Ses doigts étaient raides, parfaitement alignés, le bout de son majeur touchant le coin de son sourcil. Un salut militaire. Ce n'était pas un vague geste de la main décontractée. C'était pour rendre les honneurs. C'était un geste de subordination et de respect, absolu et inébranlable. Le terminal était devenu complètement silencieux. Même le système d'annonce semblait s'être mis en pause. La capitaine Rose maintenait le salut, ses yeux plongés dans les miens. Elle ne le baisserait pas, tant que je ne le lui aurais pas rendu. C'était le protocole. Elle attendait, l'officier supérieur. J'ai lentement déplacé le poids de mon corps. J'ai laissé tomber mes épaules, me débarrassant de la posture de la fille abattue, pour adopter la stature que j'avais gagnée, par 20 ans de sang et de sacrifice. J'ai levé la main, et j'ai rendu le salut, de façon vive et précise. « Capitaine », ai-je dit, en abaissant ma main. Elle a coupé son salut instantanément, reprenant brusquement la position du garde à vous. « Madame ». Sa voix était claire, autoritaire, et suffisamment forte pour être entendue 3 portes plus loin. « Général Grimm ». Les mots sont restés en suspens, dans l'air. « Général Grimm ». Mon père a lâché les cartes d'embarquement. Elles se sont éparpillées sur le sol, à côté de mon billet en classe éco. « Général », a couiné ma mère, le mot sonnant comme une langue étrangère dans sa bouche. La capitaine Rose ne leur a accordé aucune attention. Elle a gardé les yeux fixés sur moi. Le plan de vol a été déposé, général, a rapporté Rose, d'un ton professionnel et urgent. Le rapport de situation sur le typhon Ina indique un couloir dégagé. Le CE-17 a fait le plein, et est prêt sur le tarmac. L'équipage attend votre arrivée. Elle a fait une pause, puis a ajouté, le commandement a demandé, que je vous escorte personnellement jusqu'à l'appareil, madame. Un convoi nous attend sur le trottoir, pour vous conduire sur la piste. Nous sommes prêts à partir, à vos ordres. J'ai regardé Rose. Puis, j'ai tourné la tête, lentement, pour regarder ma famille. Ils étaient figés, comme des statues. Le visage de Patrick s'était vidé de toutes ses couleurs. Il regardait l'uniforme de la capitaine Rose, puis mon visage, puis à nouveau Rose. Son cerveau essayant de calculer une équation, qui n'avait aucun sens. La sœur à qui il allait acheter un dessert, était appelée général, par une femme qui avait l'air de pouvoir le tuer, avec un simple trombone. La bouche de mon père s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. Il a regardé le billet froissé sur le sol, siège 48B, puis a levé les yeux vers les étoiles sur l'uniforme de la capitaine Rose, réalisant qu'elles étaient subordonnées, à la femme qui se tenait devant lui. J'ai réajusté la lanière de mon sac. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de discuter. L'heure des discussions était révolue. Très bien, capitaine, ai-je dit, ma voix étant froide et détachée. Allons-y. J'ai un avion à prendre. Oui, madame, a aboyé Rose. Elle s'est écartée, m'invitant d'un geste à ouvrir la marche. Les deux géants des forces de sécurité se sont tournés,
créant une phalange protectrice autour de moi. J'ai fait un pas, puis je me suis arrêté. Je me suis retourné vers mon père, une dernière fois. Il me fixait, avec un regard de terreur absolue. « Profitez bien du vol, vous autres, » ai-je dit, faisant un vague geste vers l'avion de ligne commerciale, visible par la fenêtre. Il paraît que les cookies en classe économique sont délicieux. Je leur ai tourné le dos. J'ai marché à travers le couloir de badauds stupéfaits, flanqué de mes soldats. Le bruit de nos bottes, couvrant les protestations pathétiques de la famille que je laissais derrière moi. « Mina, arrête ces bêtises, tout de suite. » La voix de mon père s'est brisée, perdant son baryton cultivé de country club, pour basculer dans quelque chose de désespéré et strident. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à marcher, mes bottes claquant en rythme parfait, avec le martèlement lourd des aviateurs des forces de sécurité, qui m'encadraient. Mais Patrick, alimenté par une vie entière de privilèges, et par la perte de contrôle soudaine et terrifiante, a couru autour du mur humain de sécurité, pour me barrer la route. Les deux aviateurs géants se sont tendus instantanément, leurs mains tressaillant vers leur ceinture. « Repos », ai-je murmuré doucement. Ils ont gardé leur position, mais ne l'ont pas plaqué au sol. Patrick se tenait devant moi, le visage rougi, d'un rouge marbré qui jurait avec son costume en lin hors de prix. Il haletait légèrement, ses yeux allant de la capitaine Rose à moi, essayant de trouver la chute de la blague. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a exigé Patrick, en gesticulant frénétiquement vers mon entourage. « C'est une sorte de cosplay ? Tu as engagé des acteurs ? Tu es une bureaucrate de niveau intermédiaire, Mina. Tu classes de la paperasse. Tu n'as pas aidé Jean. » Le terminal était redevenu silencieux. Le spectacle n'était pas terminé. Le public, les familles fatiguées, les voyageurs d'affaires, les étudiants en vacances, tous regardaient. Les téléphones étaient levés comme des briquets lors d'un concert, enregistrant chaque seconde. Je me suis arrêté, et j'ai regardé mon frère. Je l'ai vraiment regardé. Pendant des décennies, il avait été le géant de mon monde, l'idole dorée que j'étais forcé de vénérer. Maintenant, en le voyant transpirer sous les néons de LAX, il paraissait incroyablement petit. « Ce n'est pas un costume, Patrick, » ai-je dit. J'ai glissé la main dans mon petit sac noir. Mes doigts ont frôlé mon portefeuille, et ont trouvé le petit étui doublé de velours, que je gardais toujours avec moi. C'était une superstition, un talisman. Je l'ai sorti, et j'ai fait sauter le couvercle. À l'intérieur, reposait une unique étoile d'argent. Ce n'était pas du plastique. Ce n'était pas un accessoire de théâtre. C'était de l'argent massif, autorisé par le Congrès, et qui m'avait été remis par le secrétaire de l'armée de l'air. J'ai sorti l'étoile. Avec des mouvements lents et délibérés, je l'ai épinglée sur le col de mon chemisier en promotion. Elle a accroché la lumière des plafonniers, brillant d'un éclat froid et dur, qui faisait ressembler les diamants aux doigts de ma mère, à de vulgaires morceaux de verre brisé. « Général de brigade », ai-je déclaré, ma voix étant calme, et portant clairement jusqu'au fond de la zone d'embarquement. C'est mon grade. Ce n'est pas un titre administratif. Cela signifie que je commande la 15e escadre. Cela signifie que lorsque je parle, l'armée de l'air des États-Unis m'écoute. Ma mère a porté une main à sa bouche, son sac Chanel glissant de son épaule, jusqu'au creux de son coude. Une générale, a-t-elle chuchoté, horrifiée. Mais les filles ne sont pas des généraux, Mina. Tu ne l'as jamais dit. J'ai essayé de vous le dire. Je l'ai coupé, tournant mon regard vers elle. Pendant 20 ans, j'ai essayé de vous parler de mes promotions, de mes déploiements, de mes médailles. Vous m'interrompiez, pour parler du handicap de golf de Patrick. Vous m'avez dit que mes histoires étaient ennuyeuses, alors j'ai arrêté de les raconter. Patrick a laissé échapper un ricanement méprisant, essayant de reprendre pied. Il a pointé un doigt tremblant, vers la capitaine Rose. Ok, très bien. Alors, tu as eu une promotion. La belle affaire. Mais ça ? Il a fait un geste de la main, vers la scène. La sécurité privée ? Un avion privé ? Pour qui te prends-tu ? Tu penses que les contribuables ont envie de financer ta petite virée, pour aller à un mariage ? C'est de la fraude. Je parie que le fisc adorerait entendre parler d'eux. J'ai ri. Ce fut un son court et sec. Tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas ? Je me suis approché de lui.
Ce n'est pas un jet privé, Patrick. C'est un CE-17 Globemaster 3. J'ai laissé le nom flotter dans l'air, une seconde. Il a une envergure de 52 mètres, ai-je continué, récitant les caractéristiques, que je connaissais mieux que mon propre numéro de sécurité sociale. Il est propulsé par 4 moteurs turbofans Pratt & Whitney F-117. Il peut transporter un char M1 Abrams, 3 hélicoptères Apache, ou dans le cas présent, un élément de commandement, nécessaire sur le théâtre d'opération du Pacifique. Je me suis penché, ma voix descendant en un murmure, qui portait plus fort qu'un cri. Et sais-tu combien il coûte? Patrick a cligné des yeux, muet. 218 millions d'euros, ai-je dit. Le chiffre l'a frappé, comme une gifle physique. Ses yeux se sont écarquillés. Ton billet de première classe pour Dubaï t'a coûté quoi? 10 000? Peut-être 15 000. J'ai incliné la tête. L'appareil qui m'attend sur le tarmac vaut plus cher que ta société tout entière, Patrick. Il vaut plus que chaque maison, chaque voiture, et chaque costume que tu posséderas jamais, mis bout à bout. Et je ne me contente pas de monter dedans. Je le commande. La bouche de Patrick s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Il ressemblait à un poisson tiré sur un quai, haletant, désespéré, et complètement hors de son élément. Je me suis détourné de lui, et j'ai regardé mon père. Robert Grimm se tenait près du comptoir d'enregistrement, tenant les 3 cartes d'embarquement prioritaires dans sa main. Il avait l'air vieux. Soudainement, et indéniablement, vieux. L'arrogance qui lui tenait habituellement la colonne vertébrale bien droite, s'était évaporée, ne laissant qu'un homme affaissé et confus, dans un blazer. Je me suis avancé vers lui. La foule s'est écartée sur mon passage, murmurant. C'est génial, a chuchoté un adolescent, assez fort pour que je l'entende. C'est une dure à cuire. Je me suis arrêté devant mon père. J'ai baissé les yeux vers le sol, où mon billet froissé en classe économique reposait toujours, poussiéreux et oublié. Papa, ai-je dit. Il a levé les yeux vers moi, le regard écarquillé, et embué de larmes. Il a regardé les toiles d'argent sur mon col. Il a regardé les soldats derrière moi. Mina, a-t-il commencé, la voix tremblante. Je ne savais pas. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Tu as dit que tu voulais que je sois avec mes semblables, ai-je répondu, citant ces mots d'il y a 5 minutes. Tu as dit que je ne serais pas à ma place en première classe. Tu avais raison. J'ai fait un geste, vers les baies vitrées, où l'on apercevait au loin la queue grise et massive du CE-17, s'élevant au-dessus des avions de ligne commerciaux, tel un requin au milieu de poissons rouges. Je n'ai pas ma place au siège 48B, papa. Et je n'ai pas ma place en première classe avec toi. J'ai redressé le dos, me tenant de toute ma hauteur. Ma place est dans le cockpit, ai-je dit. Ma place est dans le ciel. C'est là que vivent mes semblables. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis, quelque part depuis le fond de la file de la classe économique, une femme s'est mise à applaudir. Ensuite, un homme l'a rejointe. Puis les adolescents. En quelques secondes, la zone d'embarquement a explosé. Ce n'étaient pas des applaudissements polis de terrain de golf. C'était un rugissement. Les gens acclamaient. Un type avec une casquette de baseball a crié « Merci pour votre service, mon général ». Mes parents et Patrick se tenaient pétrifiés au centre des applaudissements. Mais ce n'était pas pour eux. Pour la première fois de leur vie, ils étaient les figurants à l'arrière-plan. Ils étaient les spectateurs. Le visage de ma mère est devenu rouge pivoine. Elle a essayé de se cacher derrière ses lunettes de soleil, mais il était trop tard. Patrick a baissé les yeux vers ses chaussures, incapable de croiser le regard des gens, qui se moquaient de son arrogance de tout à l'heure. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas salué de la main. Ce n'était pas une performance pour moi. C'était un rétablissement de la vérité. En route, capitaine, ai-je dit à Rose. Oui, madame. Nous nous sommes tournés, et avons marché d'un pas militaire, vers les portes de sortie menant à la navette du tarmac. Alors que les portes automatiques s'ouvraient en glissant, laissant entrer l'odeur du carburant et de la liberté, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai laissé la famille Grimm, debout au milieu des ruines de leur propre ego, serrant leurs billets de première classe, qui semblaient soudain valoir moins, que le papier sur lequel ils étaient imprimés. Les vibrations d'un CE-17 Globemaster 3 sont différentes de celles d'un avion de ligne commerciale.
Il ne bourdonne pas, il grogne. C'est un vrombissement bas et guttural, d'une puissance brute, qui résonne à travers le plancher, jusque dans vos os. Pour la plupart des gens, c'est du bruit. Pour moi, c'est une berceuse. J'étais assise sur le strapontin, derrière le pilote et le copilote, portant un casque qui bloquait le rugissement des 4 moteurs Pratt & Whitney, à l'extérieur. Le cockpit était un sanctuaire d'interrupteurs, de cadrans et d'écrans illuminés. Vol sans encombre jusqu'à KUI, général, a annoncé le pilote, un jeune commandant nommé Davis, via le système de communication. Nous avons un vent arrière qui nous pousse. L'heure d'arrivée estimée, à 30 minutes d'avance sur l'horaire. Bien reçu, commandant, ai-je répondu, en appuyant sur le bouton du micro. Bon travail, pour la navigation dans ce couloir. Je me suis adossé, ajustant mes lunettes de soleil. Des lunettes d'aviateur classiques, réglementaires, et non un accessoire de mode, comme celles que portait ma mère. À travers l'immense verrière, l'océan Pacifique s'étendait, comme une plaque d'acier bleu martelé. Au-dessus de nous, le ciel était d'un bleu cobalt perçant, et infini. J'ai pris une gorgée de café noir, que le chef de soute m'avait apporté, dans un gobelet en carton. Il était amer et brûlant, exactement comme je l'aimais. Pour la première fois depuis des jours, le nœud dans ma poitrine s'est dénoué. Ici, à 35 000 pieds d'altitude, les querelles mesquines de la terre ferme n'existaient pas. Ici, le grade comptait. La compétence comptait. La physique comptait. J'ai repensé au billet froissé, gisant sur le sol de LAX. Siège 48B. Un siège conçu pour quelqu'un de petit, quelqu'un sans pouvoir. Puis, un verset de l'école du dimanche a dérivé dans mon esprit. Spontané, mais bienvenu. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. J'ai regardé l'étoile d'argent épinglée sur mon col, reflétant la lumière du soleil. Je ne marchais plus. Je prenais mon envol. Mais, tandis que je trouvais la paix dans la stratosphère, l'ambiance était radicalement différente, à 8 km à notre ouest, et 2000 pieds plus bas. Le vol 294 était une cocotte minute volante. La cabine de première classe de l'avion commercial était censée être une oasis de luxe, mais pour la famille Grimm, c'était une chambre de torture, recouverte de cuir. Robert Grimm regardait par le hublot, observant les nuages défiler. Il n'avait pas prononcé un mot, depuis le décollage. Son verre de champagne offert, reposait intact sur la tablette, les bulles s'évanouissant. Il ne cessait de rejouer la scène du terminal, dans sa tête. Le salut militaire, la foule silencieuse, la façon dont sa fille l'avait regardé, avec des yeux qui ne contenaient aucune peur, seulement de la pitié. Robert, a chuchoté Linda, se penchant par-dessus la console centrale. Son visage était pâle, son maquillage paraissant dur, sous l'éclairage cru de la cabine. Est-ce que c'est vrai? Est-elle vraiment générale? Robert n'a pas tourné la tête. Tu as vu la carte d'identité, Linda. Tu as vu l'avion. Mais comment? A-t-elle sifflé, se tordant les mains. Elle n'a jamais rien dit. Je pensais que c'était une employée de bureau. Je croyais qu'elle répondait au téléphone, pour un colonel quelconque. Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit? Parce que nous ne l'avons jamais demandé, a répondu Robert. Sa voix était creuse. C'était la première chose honnête qu'il disait, en 20 ans. De l'autre côté de l'allée, Patrick était dans un état d'agitation maniaque. Il avait décliné le service de serviettes chaudes. Il avait ignoré l'hôtesse de l'air, qui proposait des noix chaudes. Au lieu de cela, il avait sorti sa carte de crédit, et payé 30 € pour le Wi-Fi au débit en vol. Il avait besoin de savoir. Il avait besoin de trouver une faille. Il avait besoin de prouver que tout cela n'était qu'un mensonge élaboré, ou au moins, que son grade n'était pas si important que ça. Il a ouvert Google sur son téléphone, et a tapé de manière agressive avec ses pouces, dans la barre de recherche, Mina Grimm, armée de l'air. Il a appuyé sur Entrée. Les résultats se sont chargés instantanément, et la mâchoire de Patrick s'est crispée. Le premier résultat n'était pas un profil LinkedIn, ni un annuaire gouvernemental. C'était une page Wikipédia. Général de brigade Mina J. Grimm. Il a cliqué dessus. La photo en haut de la page montrait sa sœur,
sa ratée de sœur, debout en grand uniforme de cérémonie, ayant l'air sévère et autoritaire, devant un drapeau américain. Il a fait défiler la page vers le bas, ses yeux survolant le texte. Décoration, médaille du service distingué, médaille du service supérieur de la défense, Légion du mérite. Éducation, Académie de l'armée de l'air des États-Unis, diplômé avec distinction. Il a continué à défiler, vers les images. Mina, serrant la main du président des États-Unis, dans le bureau ovale. Mina, debout sur la rampe d'un avion cargo à Kaboul, dirigeant une évacuation, tandis que des marines montaient la garde autour d'elle. Mina, coupant le ruban pour une nouvelle aile d'hôpital pour vétérans, pour laquelle elle avait levé des fonds. Incroyable, a marmonné Patrick, jetant son téléphone sur sa cuisse. Qu'y a-t-il, a demandé Linda, en se penchant. Elle est célèbre, maman, a craché Patrick, la jalousie rendant sa voix hideuse. C'est presque une célébrité dans le monde militaire. Il y a des articles ici, qui l'appellent la dame de fer du Pacifique. Pourquoi n'a-t-elle pas monétisé ça? Elle pourrait avoir des contrats d'édition. Elle pourrait passer sur CNN. Elle est assise sur une mine d'or. Et elle se contente de faire le boulot. Il n'arrivait pas à le concevoir. Pour Patrick, un succès qui n'était pas diffusé, n'était pas un succès. C'était du gâchis. J'ai proposé de lui payer sa perte de salaire, a gémi Patrick, se prenant la tête entre les mains. Je lui ai offert 500 €. Elle commande une escadre qui vaut des milliards. L'humiliation était totale. Il n'était plus le fils prodige. Il était le bouffon du roi, qui n'avait pas réalisé que la reine était dans la pièce. Loin de cette bulle de jalousie, ma réalité passait à la vitesse supérieure, alors que l'île de Maui apparaissait au loin. Atterrissage dans 2 minutes, général, a annoncé le commandant Davis. L'immense appareil a amorcé sa descente, mais nous ne nous sommes pas dirigés vers le terminal commercial, où les touristes faisaient la queue pour les colliers de fleurs. Nous avons viré vers le tarmac militaire, de l'aérodrome adjacent. Les roues ont embrassé le béton dans un crissement de gomme, et l'oiseau géant a ralenti, roulant vers un hangar privé. Alors que la rampe s'abaissait à l'arrière de l'avion, l'air chaud et tropical a inondé la soute. J'ai descendu la rampe, mes lunettes de soleil toujours sur le nez. Ce qui m'attendait en bas, n'était pas une navette. C'était un convoi de 2 SUV gouvernementaux noirs, leurs moteurs tournant au ralenti. Un sergent-chef se tenait près de la portière ouverte du véhicule de tête, claquant un salut militaire à mon approche. « Bienvenue à Maui, général », a-t-il dit. « Nous avons préparé votre transport vers l'hôtel. Nous vous y conduirons avant que le trafic civil ne commence. » « Merci, sergent », ai-je dit, en grimpant dans l'intérieur en cuir climatisé. Au moment où je m'installais dans le silence frais du convoi, le vol commercial touchait tout juste le sol, au terminal principal. 20 minutes plus tard, la famille Grimm est descendue de l'avion, fatiguée et en sueur. Ils se sont traînés à travers les longs couloirs jusqu'à la récupération des bagages, ont attendu 30 minutes que le carrousel recrache leur montagne de sacs Louis Vuitton, et ont finalement traîné les bagages sur le trottoir. Où est le Uber, s'est plainte maman, s'éventant avec une brochure. C'est tellement humide. J'essaie, a crié Patrick, les yeux rivés sur son téléphone. L'application est en surchauffe. Il y a 40 minutes d'attente pour un modèle XL, et le prix est dingue. Eh bien, appelle un taxi, a claqué papa, essuyant la sueur de son front. Regarde la file d'attente, papa. Patrick a pointé du doigt. La file d'attente pour les taxis faisait le tour du pâté de maison. Il y avait au moins 50 personnes avant eux. Ils sont restés là, misérables, dans leurs vêtements hors de prix, inhalant les gaz d'échappement des bus. Soudain, des sirènes ont retenti. L'agent de la circulation a soufflé dans son sifflet, stoppant le flux des taxis et des piétons. Dégagez le passage. Dégagez le passage. Convoi officiel en approche. Une paire de motos de police a défilé en trombe, gyrophares allumés. Derrière elle, 2 SUV noirs élégants, aux vitres teintées, ont glissé dans la circulation comme des requins fendant l'eau. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils n'ont pas attendu. Ils se déplaçaient avec détermination et autorité. Sur la banquette arrière du SUV de tête, pendant une fraction de seconde, une silhouette fut visible. Une femme aux cheveux blonds courts, avec des lunettes de soleil, regardant droit devant elle, calme et sereine. Est-ce que c'était, a commencé maman, en plissant les yeux.
Ouais, a répondu Patrick, la voix basse et abattue. C'était elle. Les SUV ont disparu au tournant, se dirigeant vers les complexes de luxe, tandis que la famille Grimm restait plantée sur le trottoir, attendant un taxi qui ne venait pas, tenant leurs bagages et leurs égos meurtris, dans la chaleur étouffante. La pelouse de la réception au Grand Wellea était une véritable masterclass de la deux-mesures américaine. Les lumières des torchers vacillaient contre le ciel nocturne de Maui, projetant de longues ombres dansantes sur les tables recouvertes de lin blanc et de soie corail. La couleur même dont ma mère avait débattu au téléphone, quelques jours auparavant. Un quatuor à cordes jouait une version douce, et méconnaissable, d'une chanson pop près du bar ouvert, peinant à se faire entendre par-dessus le tintement du cristal, et le rugissement de l'océan Pacifique, se fracassant contre la plage toute proche. Je me tenais près du bord du patio, tenant un verre d'eau gazeuse. Je ne portais pas mon uniforme. J'avais choisi une robe longue bleu marine. Elle était simple, structurée, et sans paillettes ni dentelles. C'était le genre de robe qui ne réclamait pas l'attention à corps et à cri, mais qui, d'une certaine manière, l'exigeait. Depuis mon arrivée, je n'avais pas prononcé un mot sur mon grade. Je n'en avais pas besoin. La machine à rumeurs avait fait le travail pour moi. Je pouvais sentir les regards peser sur moi. Des invités que je n'avais jamais rencontrés, des cousins du côté de la mariée, des partenaires commerciaux de mon père, lançaient des regards furtifs, chuchotant derrière leur flûte de champagne. Les mots général et avion privé flottaient dans l'air humide comme du pollen. C'est elle ? A chuchoté bruyamment une femme en robe rose, à quelques pas de là. La sœur de Patrick. J'ai entendu dire qu'elle a atterri sur la base militaire, avec une escorte policière. Ouais, a répondu son mari, me regardant avec un hochement de tête respectueux. Elle dirige toute l'escadre de transport aérien ici. Du lourd. J'ai pris une gorgée d'eau, ressentant un amusement calme. Pendant des années, je m'étais tenu dans les coins de pièces comme celle-ci, me sentant comme faisant partie du mobilier. Ce soir, j'étais la pièce maîtresse. Mina. Je me suis retourné. Patrick approchait, un verre de scotch à la main. Il portait une veste de smoking blanche, qui le faisait ressembler à un capitaine de yacht, dans un mauvais film. Son visage était tendu, son sourire plaqué sur ses lèvres par la seule force de sa volonté. « Tu fais un scandale » a-t-il marmonné, se penchant tout près pour que les invités à proximité n'entendent pas, tout le monde pose des questions sur toi. C'est le jour de Jessica, tu sais, pas le Lumina Show. Je me contente de me tenir ici, Patrick, ai-je dit doucement. Je n'ai même pas porté un toast. Eh bien, essaie de te fondre dans la masse, a-t-il sifflé. Et ne ramène pas cette histoire d'avion sur le tapis. Ça donne une mauvaise image de papa. Avant que je ne puisse répondre, le silence s'est fait, sur le groupe réuni près de la table d'honneur. Un homme avançait à travers la foule, et fendait les strates sociales, tel un brise-glace. C'était l'amiral Thomas Callaway, le père de Jessica. C'était une légende dans la marine, avant qu'il ne prenne sa retraite. Un vice-amiral 3 étoiles, qui avait commandé des flottes dans le golfe Persique. C'était un homme que mon père cherchait désespérément à impressionner. Un homme dont Patrick était terrifié. L'amiral Callaway était grand, avec une tignasse de cheveux blancs, et un visage buriné par des décennies d'embrun salé et de commandement. Il est passé devant la file des garçons d'honneur. Il est passé devant mon père, qui avait commencé à tendre la main pour le saluer. Il est passé, directement, devant Patrick, le marié, son propre gendre. Il s'est arrêté pile devant moi. Le quatuor à cordes semblait s'effacer. Patrick est resté planté là, son verre à mi-chemin de sa bouche, figé. L'amiral Callaway ne m'a pas offert une poignée de main molle de mondanité. Il m'a tendu une main, qui ressemblait à un bloc de chêne. Général Grimm, a-t-il tonné, la voix graveleuse et chaleureuse. J'ai entendu dire que vous aviez fait du stop à bord d'un CE-17 pour arriver ici, en devançant la tempête. J'ai pris sa main, rencontrant son regard avec fermeté. Oui, amiral. La nécessité est mère de l'invention, et la 15e escadre se dirigeait par ici, pour le plan d'urgence de gamme, de toute façon. Exceptionnel, a souri Callaway, une expression sincère qui a illuminé ses yeux. J'ai travaillé avec la 15e en 2004. La meilleure équipe logistique du Pacifique. C'est bon de rencontrer enfin l'officier qui fait tourner cette machine. Votre réputation vous précède, général. Merci, monsieur,
ai-je hoché la tête. Et félicitations pour le mariage. Jessica est magnifique. Patrick, réalisant qu'il devenait invisible à son propre mariage, s'est avancé, jouant des coudes pour s'insérer dans le cercle. Oui, n'est-ce pas, a dit Patrick d'une voix forte, affichant son sourire de vendeur. Et en parlant de logistique, Tom, vous devriez voir la facture pour toute cette installation. J'ai dit à Jessica, ne regarde pas à la dépense. Nous projetons que le retour sur investissement, roi, de cet événement de réseautage, sera énorme. J'ai déjà distribué 3 cartes de visite. À vos copains de la marine. L'air s'est refroidi instantanément. L'amiral Callaway a lentement tourné la tête, pour regarder Patrick. Il l'a regardé, de la manière dont un requin regarde un morceau de bois flottant, avec un désintérêt total. Ceci est un mariage, Patrick, pas une réunion du conseil d'administration, a lâché Callaway d'un ton sec. Et ses copains de la marine, sont des vétérans de combat. Ils ne sont pas intéressés par ton fonds spéculatif. Il a tourné le dos à Patrick, l'excluant de fait de la conversation, et m'a regardé à nouveau. Général, j'aimerais avoir votre avis, sur le nouveau positionnement stratégique en mer de Chine méridionale. Je lisais votre rapport sur les capacités de transport aérien, la semaine dernière. Du travail pointu. Je serais heureuse d'en discuter, amiral, ai-je répondu. Pendant les 10 minutes qui ont suivi, nous avons parlé. Nous n'avons pas parlé du cours des actions. Nous n'avons pas parlé des scores de golf. Nous avons parlé le langage du service, du devoir, du lourd fardeau du commandement. Nous nous sommes parlé d'égal à égal. Patrick se tenait à la périphérie, balançant son poids d'un pied sur l'autre. Il a essayé d'intervenir une fois, en faisant une blague sur les dépenses du gouvernement, mais l'amiral n'a même pas scié, et je me suis contenté de lever un sourcil. Il était dépassé par les événements. Aucune somme d'argent sur son compte en banque ne pouvait lui acheter une place dans cette conversation. Il était un touriste, dans un pays dont nous étions les autochtones. De l'autre côté de la pelouse, assise à la table des parents, ma mère regardait. Linda Grimm avait passé 40 ans à soigner une image. Elle accordait de l'importance aux bons vêtements, aux bonnes écoles, aux bonnes relations. Elle avait passé sa vie à s'excuser pour Mina, pour son travail d'homme, pour son manque de mari, pour sa pauvreté. Mais maintenant, elle regardait l'homme le plus puissant de la pièce, un homme devant lequel son mari se prosternait, traitait sa ratée de fille, avec un respect qu'il n'accordait à personne d'autre. Elle observait la posture de Mina. Elle voyait la façon dont Mina gardait la tête haute, non pas avec arrogance, mais avec l'assurance tranquille de quelqu'un, qui sait exactement qui elle est. Elle a vu l'amiral rire à quelque chose que Mina avait dit, un rire sincère et plein de camaraderie. Pour la première fois, Linda n'a pas vu l'absence de sac à main de créateur. Elle n'a pas vu l'absence de bague en diamant. Elle a vu le pouvoir. Robert, a chuchoté Linda à mon père, qui piquait maussadement dans sa salade. Quoi, a-t-il grogné. Regarde là, a dit doucement Linda, les yeux rivés sur moi. Elle n'est pas juste là en tant qu'invitée. Elle tient une cour. Elle ne fait que parler boulot, a marmonné Robert, bien qu'il ne parvint pas non plus à détacher ses yeux de la scène. Non, l'a corrigé Linda, une étrange note de prise de conscience s'insinuant dans sa voix. Elle est impressionnante. Je n'ai jamais pensé qu'elle nous ressemblait. Mais en la regardant maintenant, debout là-bas avec l'amiral. Elle a l'air meilleure que nous. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas une transformation totale de caractère. Mais c'était une faille dans l'armure. C'était l'aveu, que le maître ruban qu'ils avaient utilisé pour me mesurer pendant 40 ans, avait toujours été cassé. L'amiral a terminé son verre, et m'a tapoté l'épaule. Nous avons besoin de plus d'officiers comme vous, Mina, a-t-il dit, abandonnant le titre, pour un moment de sincérité personnelle. Ne laissez pas les civils vous user. Vous faites l'œuvre de Dieu, là-haut. Je ferai de mon mieux, monsieur, ai-je souri. Alors que l'amiral s'éloignait pour rejoindre la mariée, Patrick s'est affaissé visiblement, son ego meurtri. Il m'a regardé, la bouche s'ouvrant pour faire une remarque désobligeante, une ultime tentative pour réaffirmer sa supériorité, mais il s'est arrêté. Il a regardé les officiers de la marine, non loin de là, qui m'adressaient des signes de tête. Il a regardé nos parents, qui observaient la scène depuis leur table. Il a fermé la bouche, a tourné les talons, et a marché vers le bar. Je suis resté seul sous les torches et Tiki,
à écouter l'océan. J'ai pris une autre gorgée d'eau. Elle avait meilleur goût que n'importe quel champagne qu'ils auraient pu servir. J'étais entré dans la fosse aux lions, et le plus grand de tous les lions s'était incliné. La réception touchait enfin à sa fin. Le grand Welea a retrouvé sa vaste quiétude, ne laissant que le bruit rythmé de l'océan Pacifique, s'écrasant contre le rivage. Je me tenais sur le balcon de ma chambre d'hôtel, pieds nus sur le carrelage frais, tenant une tasse de thé. Je regardais le clair de lune tracer un chemin d'argent, sur l'eau sombre, sentant enfin l'adrénaline des dernières 24 heures, commencer à refluer. La porte coulissante en verre de la suite adjacente, s'est ouverte. L'odeur d'un cigare a flotté par-dessus le séparateur d'intimité. Mina. C'était mon père. Je suis là, papa, ai-je dit, sans me retourner. Il s'est appuyé contre la rambarde. Pendant un long moment, il n'a pas parlé. Il s'est contenté de fumer, regardant vers l'obscurité. Lorsqu'il a enfin pris la parole, sa voix manquait de son autorité tonitruante habituelle. Elle semblait plus petite. Tu étais impressionnante, ce soir, a dit Robert Grimm. L'amiral Callaway a une très haute opinion de toi. Il m'a dit que je devais être très fier. Et qu'as-tu répondu? J'ai dit que je l'étais, a-t-il répondu. Et puis j'ai réalisé que je ne t'avais pas dit ces mots depuis très longtemps. Peut-être même jamais. Je me suis tourné vers lui. Éclairé par la lumière ambrée du balcon, mon père avait l'air vieux. Pas distingué, juste fatigué. Je suis désolé, Mina, a-t-il dit, d'une voix rouillée et maladroite. Pour le billet, pour le siège. J'ai mal jugé la situation. J'ai écouté les mots. 10 ans plus tôt, il m'aurait fait pleurer de gratitude. Ce soir, j'entendais les sous-entendus. Il ne s'excusait pas, parce qu'il m'avait blessé. Il s'excusait, parce qu'il avait été embarrassé devant l'amiral. Il essayait de réparer son propre ego. J'accepte tes excuses, papa, ai-je dit calmement. Le soulagement a envahi son visage. Il a immédiatement glissé la main dans sa veste de smoking, et en a sorti son carnet de chèques. Sa solution universelle, à tous les problèmes. Je veux réparer mon erreur, a-t-il dit, en faisant cliquer son stylo. Laisse-moi te faire un chèque pour la différence du prix du billet, ou pour des vacances. En première classe, juste toi. C'est moi qui régale. C'était tragique. Il ne connaissait aucun autre langage que celui de l'argent. Range le carnet de chèques, papa, ai-je dit. Mais je veux t'aider. Je n'ai pas besoin de ton argent, ai-je répondu, la voix assurée. Je commande une escadre de l'armée la plus puissante sur Terre. Je n'ai pas besoin de ta protection. Je me suis approché de la rambarde. Je n'ai besoin de rien de ta part, papa, à part une chose. La prochaine fois que tu parleras de moi à tes amis, à maman, ou à Patrick, ne parle pas de ce que je n'ai pas, parle de qui je suis. Je ne suis pas Mina la déception. Je suis la générale Grimm. Si tu peux respecter ça, tout ira bien. Si tu ne le peux pas, alors on se verra simplement à Noël. Il avait l'air abasourdi. Lentement, il a glissé le carnet de chèques dans sa poche. Général Grimm, a-t-il répété, testant le poids du titre. Il a hoché la tête. D'accord. Je peux faire ça. Bonne nuit, papa. Je suis rentré à l'intérieur, et j'ai verrouillé la porte. J'avais tracé une ligne dans le sable, et, pour la première fois, je n'ai pas reculé. 3 semaines plus tard, l'air dans mon bureau à la base interarmée de Pearl Harbor ICAM, était frais et sentait l'ozone. Le mariage me semblait dater d'une autre vie. Mon téléphone sécurisé a sonné. Indicatif de New York. Ici la générale Grimm. Salut, c'est Patrick. J'ai marqué une pause. Patrick n'appelait jamais. Bonjour, Patrick. Tout va bien? Ouais, non. Sa voix semblait petite et épuisée. La bravade de vendeur avait disparu. Je voulais juste dire que... Tu avais raison. À propos de quoi? À propos de tout. Il a soupiré. J'ai cherché ton salaire. Ensuite, j'ai regardé tes responsabilités de commandement. Je me suis senti comme un idiot. Tu n'as pas à t'excuser. Si, je dois le faire, a-t-il interrompu. Mais je voulais aussi te dire.
J'étais jaloux. Je suis jaloux depuis des années. J'ai cligné des yeux. Jaloux? Patrick, tu es le fils prodige. Tu as des millions. Tout ça n'est que de l'endettement, Mina, a-t-il murmuré. Le condo, la Porsche, le mariage, ce sont des dettes. Je suis endetté jusqu'au cou, pour maintenir cette image. Chaque jour, je me réveille en étant terrifié à l'idée que le marché se retourne, et que je perde tout. Il a laissé échapper un rire sec, et amer. Je t'ai regardé au mariage. Pas de bijoux, tu conduis une Honda, mais tu avais l'air tellement solide. Tu es réellement celle que tu prétends être. Moi, je joue juste un personnage en costume. Et je te détestais, parce que tu étais vrai, et que moi, j'étais juste cher. Pendant des années, je l'avais envié. Maintenant, je ne ressentais plus qu'une compassion lointaine. Tu peux changer, Patrick, ai-je dit. Tu n'es pas obligé de jouer ce rôle. Peut-être, a-t-il répondu. En tout cas, je suis. Je suis fier de toi, Serette. Pour de vrai. Merci, Patrick. J'ai raccroché. Le silence, dans le bureau, semblait lourd, mais c'était un bon silence. C'était le poids de la vérité. J'ai ouvert le premier tiroir de mon bureau. À l'intérieur, reposaient mes challenge coins et quelques souvenirs personnels. J'ai glissé la main dans ma poche, et j'en ai sorti un bout de papier. Il était lissé maintenant, mais les plis profonds, là où mon père l'avait froissé, étaient encore visibles. La carte d'embarquement. Siège 48B. Classe économique. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai placé délicatement dans le tiroir, juste à côté de l'écrin en velours, contenant ma médaille de la Légion du Mérite. Ils allaient de pair. La médaille, c'était qui j'étais. Le billet, c'était un rappel de la place où je ne m'autoriserais plus jamais à être relégué. C'était la cicatrice, qui prouvait que j'avais survécu à la blessure. Pardonner, ne signifiait pas oublier. Cela signifiait se souvenir de la leçon, sans emporter la douleur. J'ai refermé le tiroir avec un léger clic. Mon général. La capitaine Rousse se tenait à la porte, avec un presse-papier. L'escadron est prêt. Les oiseaux ont fait le plein. Nous attendons votre signature, pour le décollage. J'ai attrapé mon stylo, et j'ai regardé par la fenêtre, vers la ligne de vol où les géants gris m'attendaient. Allons voler, ai-je dit, en souriant. J'ai signé le papier avec élégance. Mina J. Grimm, général de brigade, USAF. Et c'était suffisant. Tel fut mon parcours. Mais je sais que beaucoup d'entre vous mènent des batailles similaires en ce moment même. Peut-être que vous ne commandez pas un CE-17, mais ne vous y trompez pas, vous êtes un général dans votre propre vie. Vous survivez à des tempêtes, que personne d'autre ne voit. Alors, voici mon dernier ordre pour vous. Ne laissez personne, pas même votre famille, vous convaincre que votre place est au dernier rang. Votre place est dans le cockpit. Si cette histoire vous a donné de la force, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, pour que nous puissions mener ces batailles ensemble. Et laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « Je suis le pilote » pour revendiquer votre pouvoir, aujourd'hui. Volons toujours plus haut.